Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Reynolds avait grandi enveloppée dans un cocon de privilèges. Depuis toute petite, elle vivait dans l'ombre imposante de son père, Richard Reynolds, un homme à la poigne de fer, charismatique et visionnaire, qui avait bâti Reynolds Industries, une multinationale influente dans les secteurs de l'énergie et des technologies. Le nom Reynolds résonnait comme un symbole de réussite et de pouvoir dans les cercles les plus huppés de New York. Mais pour Clara, tout ce faste semblait parfois lointain, presque irréel. Les grandes demeures, les dîners somptueux, les voyages autour du monde en jet privé, tout cela masquait une vérité qu'elle sentait au fond d'elle-même sans jamais vraiment pouvoir l'atteindre, la distance immense qui la séparait de ceux qui faisaient tourner l'entreprise au quotidien. Des milliers d'employés, ouvriers, agents de nettoyage, techniciens, secrétaires, cadres, tous anonymes, invisibles dans le brouhaha des décisions stratégiques et des chiffres qui défilaient sur les écrans du siège. Un soir d'automne, alors que les feuilles rouges et or tourbillonnaient dans les rues de Manhattan, la famille Reynolds s'était réunie dans le somptueux manoir familial, pour une soirée où l'on discutait, comme toujours, de la croissance, des bénéfices trimestriels, des nouveaux marchés à conquérir. Le dîner s'éternisait, les verres de vin s'entrechoquaient, et les conversations tournoyaient autour des projections financières et des acquisitions à venir. Assise à la grande table en chêne, Clara sentait son esprit vagabonder. Elle regardait les visages tendus et fatigués autour d'elle, pris dans ce jeu de pouvoir et d'argent, et une question lancinante la rongeait. Connaissait-elle vraiment son entreprise? Connaissait-elle la réalité du travail, des luttes et des souffrances de ses employés? La voix de son père, ferme et autoritaire, s'éleva pour présenter les résultats du trimestre. Puis vint un silence, un moment de pause. Clara prit une grande inspiration, et, regardant droit dans les yeux son père, elle parla avec une assurance nouvelle. « Papa, je veux voir la vraie entreprise. Pas depuis ton bureau, pas à travers des rapports, mais là où ça se passe vraiment. Je veux comprendre ce que vivent ceux qui font tourner Reynolds Industries, ce qu'on ne voit jamais dans ces réunions. » Le regard de Richard se plissa, un mélange de surprise et d'inquiétude. « Clara, ce n'est pas un jeu, ce que tu demandes. Ce sont des emplois, des responsabilités, des vies. Ce n'est pas un terrain d'expérimentation. » Il posa son verre, puis ajouta, plus doucement, presque suppliant, « Tu n'as pas besoin de te salir les mains. Tu es l'héritière. Ton rôle est ailleurs. » Mais Clara ne voulait rien entendre. Cette décision était mûrie depuis longtemps, alimentée par une curiosité sincère et une volonté de changer les choses. « Je ne veux pas hériter d'un empire qui ignore ses racines. Je veux comprendre, pour pouvoir agir. » Elle se mit alors en quête d'un plan discret, convaincue que la meilleure façon d'apprendre serait de descendre à la base, d'observer sans filtre. Avec l'aide d'un ancien ami de la famille qui gérait une agence de placement, elle prit un nouveau nom, Mary Johnson, et postula comme femme de ménage temporaire. Sa demande fut acceptée, et Clara fut affectée au siège social, au cœur même de l'entreprise qu'elle croyait connaître, mais cette fois, du bas de l'échelle. Dès son premier jour sous l'uniforme modeste de femme de ménage, Clara plongea tête la première dans une réalité bien différente de ce qu'elle avait imaginé. Dès l'entrée dans les locaux du siège social, elle fut frappée par une atmosphère lourde, presque étouffante. L'air semblait chargé d'une poussière fine, oubliée sur les bureaux et dans les coins des moquettes usées. L'odeur mêlée de café refroidi, de plastique et d'odeurs métalliques, révélait un espace plus négligé qu'elle ne l'aurait cru. Les employés qu'elle croisait dans les couloirs ne lui adressaient que des regards rapides, parfois suspicieux. Plusieurs avaient les traits tirés, les épaules voûtées, comme si la fatigue et le stress s'étaient accumulés sur des années de travail monotone et peu valorisé. D'autres avaient une expression méfiante, comme si la présence d'une nouvelle venue leur paraissait une menace ou une inconnue à éviter. Dans l'équipe de nettoyage, certains collègues lui lancèrent des regards curieux, cherchant à deviner qui était cette « Marie ». Une femme âgée, prénommée Betty, lui fit un sourire rassurant, tandis qu'un homme plus jeune, Jason, restait réservé, presque froid. Mais ce qui attrista et déstabilisa Clara, ce fut l'attitude générale des cadres et managers envers le personnel d'entretien et les équipes subalternes. Ceux qui, dans les réunions familiales,
portaient des costumes impeccables et parlaient d'objectifs ambitieux, se révélaient dans ces moments des êtres durs, parfois cruels. Nombre d'entre eux ignoraient carrément les femmes de ménage quand elles passaient à proximité, évitant de croiser leurs regards comme si elles étaient invisibles. D'autres les toisaient d'un air condescendant, comme si leur travail valait moins que le moindre des postes dans l'entreprise. Clara fut témoin d'une scène qui la bouleversa profondément. Un matin, dans la salle de pause où quelques employés prenaient un café, elle reconnut un cadre supérieur, Thomas Grayson, homme réputé pour son ambition mais aussi pour son arrogance. Il s'adressait à Marcus, un agent d'entretien noir, connu pour sa gentillesse mais aussi pour sa discrétion. « Sérieusement, Marcus, tu ne pourrais pas faire ton boulot correctement pour une fois ?» lança Grayson avec un sourire méprisant, les yeux pétillants d'une moquerie cruelle. « On dirait que tu fais exprès de traîner. » Marcus, visiblement blessé, baissa les yeux et répondit d'une voix calme mais ferme, « Je fais ce que je peux, monsieur Grayson. » Mais Grayson éclata de rire, attirant quelques regards gênés autour de la table. Clara sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas seulement la remarque en elle-même, c'était tout ce qu'elle portait, le mépris, l'injustice, la fracture invisible mais réelle entre les classes au sein de l'entreprise. Dans sa poche, son carnet de notes lui rappelait sa mission. Elle y griffonna rapidement, presque machinalement, chaque détail, les mots, les regards, les silences. Elle comprenait que ce qu'elle voyait n'était qu'une partie émergée d'un problème bien plus profond. Les jours suivants, Clara s'efforça de rester la plus discrète possible, consciente que sa couverture pouvait sauter à tout moment. Elle adoptait une posture humble, parlait peu, et observait beaucoup. Chaque détail, chaque échange devenait un élément de son enquête personnelle. Avec un petit téléphone caché dans la poche intérieure de son uniforme, elle réussit à enregistrer plusieurs conversations où des managers se montraient cruels et méprisants envers des employés absents, les dénigrant sans la moindre retenue. Ces discussions avaient lieu dans des bureaux vides ou lors de pauses improvisées, et dévoilaient une atmosphère toxique où la loyauté était rare et le respect inexistant. Dans l'un de ces enregistrements, on entendait clairement un cadre supérieur plaisanter cyniquement avec un collègue. « Si tu veux grimper, faut savoir marcher sur les autres. Et tant pis pour ceux qui tombent. » Parallèlement à ces dialogues, Clara constata que certains responsables détournaient du matériel de bureau des fournitures, des équipements informatiques pour un usage personnel, sans que personne ne semble s'en émouvoir. Ce petit trafic passait sous silence, alimenté par un système où l'impunité régnait. Mais ce qui la marqua le plus, ce furent les allusions répétées à des comportements de harcèlement psychologique, souvent banalisés sous forme d'humour lourd. Dans un couloir, elle entendit un groupe de managers rire en évoquant une employée dont la nervosité était devenue un sujet de moquerie et de pression constante. Une phrase glaça Clara. Elle devrait apprendre à prendre ça à la rigolade, sinon elle n'ira jamais loin ici. Un soir, alors que le bâtiment était presque vide, Clara fut chargée de nettoyer le bureau du directeur financier, un homme nommé Stephen Clark, connu pour sa sévérité. En rangeant ses affaires, elle tomba par hasard sur un dossier marqué « Confidentiel ». Poussée par la curiosité, elle l'ouvrit discrètement. Ce dossier contenait des documents internes révélant des pratiques de favoritisme systématique dans les promotions et les affectations. Les noms de certains cadres supérieurs revenaient régulièrement, bénéficiant d'avantages injustifiés, souvent au détriment de collaborateurs plus compétents mais moins bien placés. Plus troublant encore, le dossier renfermait des plaintes déposées par des employés victimes de mauvais traitements, de harcèlement ou d'injustice, soigneusement étouffés par le service des ressources humaines. Certains témoignages étaient écrits à la main, avec des détails poignants sur des années de souffrances silencieuses. Clara sentit un poids immense l'envahir. Ce qu'elle voyait n'était pas qu'une simple série d'abus isolés, mais la manifestation d'un mal profond et structurel. Reynolds Industries n'était pas seulement une entreprise puissante, c'était un système fermé, où les privilèges s'accrochaient à une hiérarchie rigide, et où la valeur humaine et le respect étaient les premières victimes. Ce soir-là, en rangeant le dossier avec précaution, Clara sut qu'elle avait franchi un point de non-retour. Son immersion n'était plus un simple test, mais un combat nécessaire pour redonner justice et dignité à ceux qui travaillaient dans l'ombre. La dernière semaine de l'immersion de Clara fut la plus tendue, la plus stratégique, mais aussi la plus éprouvante. À ce stade, elle ne se contentait plus d'observer, elle voulait provoquer des réactions révélatrices,
tester les valeurs réelles de l'entreprise et de ceux qui y occupaient des postes de pouvoir. Un matin, alors que le bâtiment était encore calme, Clara déposa intentionnellement un dossier factice sur un bureau du 6e étage, dans une zone fréquentée par plusieurs cadres. Le dossier contenait de faux documents confidentiels, dont certains semblaient suggérer une erreur comptable importante et des malversations internes. Elle le laissa volontairement mal rangé, dépassant légèrement d'un classeur, bien en vue. Elle répéta l'opération dans d'autres bureaux, une clé USB oubliée, dans une salle de réunion, un badge de sécurité suspendu à une chaise, une fausse liste de plaintes d'employés imprimée à moitié. Ce n'était pas un piège, mais un révélateur. Elle observait en silence, caméra discrète, micro dissimulé et notait, qui allait signaler l'anomalie? Qui allait chercher à profiter de l'information? Qui allait tout simplement détourner le regard? Les résultats furent accablants. Certains employés, même parmi les plus anciens, choisirent d'ignorer les documents. D'autres les consultèrent brièvement, puis les rangèrent à la va-vite, sans les transmettre. Mais ce furent surtout les réactions de certains cadres qui laissèrent Clara sans voix. 2 d'entre eux prirent en photo les pages les plus sensibles et les partagèrent par messagerie privée, accompagnés de commentaires sarcastiques. Un autre subtilisa la clé USB et tenta de la décrypter sur son propre ordinateur personnel. Dans aucun des cas, les protocoles internes ne furent respectés. La plupart des témoins ne firent aucun signalement. Le vendredi soir, alors que les couloirs de Reynolds Industries se vidaient peu à peu, Clara prit rendez-vous d'urgence avec son père, Richard Reynolds, et exigea que le conseil d'administration au complet soit présent. L'ordre du jour fut communiqué comme « confidentiel et prioritaire ». Aucun membre du conseil n'avait anticipé ce qui allait suivre. Dans la grande salle vitrée du 20e étage, éclairée par les dernières lueurs orangées du jour, Clara entra sans son uniforme de femme de ménage. Elle portait un tailleur sobre, son visage déterminé. Son père la regarda, surpris par son expression grave. Sans un mot d'introduction, Clara alluma le vidéoprojecteur. Pendant 25 minutes, elle fit défiler des extraits de vidéos, des scènes de mépris, des propos condescendants, des détournements discrets, des plaintes étouffées, des injustices criantes. Puis elle parla. Sa voix était calme, mais ferme. Voici le vrai visage d'une partie de notre entreprise. Voilà ce que vivent ceux que vous n'écoutez jamais. Voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Pendant 3 semaines, j'ai été invisible à vos yeux. J'ai vu l'arrogance, le cynisme, la peur, la fatigue, et parfois, la résignation. Ce n'est pas simplement une série d'erreurs individuelles, c'est un système que nous avons laissé pourrir. Et je refuse d'en hériter tel quel. Un long silence tomba dans la salle. Certains membres du conseil baissèrent les yeux. D'autres restaient figés. Richard Reynolds, habituellement si sûr de lui, avait le regard perdu. Sa voix fut basse, presque brisée. Je ne pensais pas que ça allait aussi loin. Clara ne laissa pas ce moment s'effondrer dans l'émotion. Elle présenta un dossier de réforme, structuré, méthodique, un plan de refonte des ressources humaines, des procédures de signalement anonyme, des audits internes indépendants. Sous la pression morale de Clara, et avec l'évidence accablante des preuves, le conseil approuva des sanctions immédiates. Une trentaine d'employés, en majorité des cadres et directeurs intermédiaires, furent licenciés pour fautes graves, harcèlement, négligence volontaire, détournement de matériel, abus de pouvoir, favoritisme. Mais Clara insista pour que cette purge ne soit ni une vengeance, ni une opération cosmétique. Si nous nous contentons de punir sans comprendre, l'entreprise recommencera dans quelques années. Il faut reconstruire, pas seulement nettoyer. Elle exigea la création d'un département indépendant entièrement dédié à la qualité de vie au travail, à la justice interne et à l'équité des carrières. Ce département aurait autorité directe auprès du Conseil, échappant aux manipulations hiérarchiques. Elle proposa également des ateliers obligatoires de sensibilisation aux droits humains, à l'écoute active et à la gestion éthique des équipes. Un manager qui ignore la dignité de ceux qu'il dirige n'a rien à faire ici. Une révolution discrète venait de commencer. Quelques mois plus tard, Reynolds Industries n'était plus la même entreprise. Ce n'était pas qu'une question d'image ou de communication, la transformation était palpable, réelle, vécue au quotidien dans les couloirs, les ateliers, les bureaux,
et même dans les regards croisés entre collègues. Un vent nouveau soufflait dans les structures internes, et ce souffle portait un nom, Clara Reynolds. Après la révélation choc qui avait ébranlé les fondations morales de la société, un comité indépendant fut mis en place pour superviser la mise en œuvre des réformes. Clara, désormais officiellement à la tête de la toute nouvelle division culture et bien-être au travail, y jouait un rôle central. Ce n'était pas un poste honorifique, c'était une responsabilité qu'elle avait exigée, et qu'elle assumait avec une rigueur et une compassion qui inspiraient même les plus sceptiques. Une entreprise reconstruite sur des valeurs humaines. L'ancien climat de peur et de mépris avait laissé place à une nouvelle culture d'entreprise, fondée sur l'écoute, l'équité et la reconnaissance. Des ateliers mensuels de parole avaient été instaurés, où les employés, quel que soit leur poste, pouvaient s'exprimer librement. Des enquêtes de satisfaction anonymes étaient désormais analysées chaque trimestre, et des ajustements étaient faits sans délai. Les promotions internes, autrefois soumises à l'arbitraire des affinités personnelles, étaient désormais attribuées sur la base de critères clairs, avec des jurys mixtes composés de managers, de représentants du personnel, et d'observateurs externes. Plusieurs employés jusque-là ignorés pour leur manque de réseau ou leur discrétion se virent offrir des postes à responsabilité, y compris Marcus, l'agent d'entretien humilié par un cadre quelques mois plus tôt, qui devint superviseur du département logistique. Les nouveaux recrutements s'accompagnaient de modules de formation éthique obligatoires, axés sur la gestion humaine, la prévention du harcèlement et l'intelligence émotionnelle. Pour la première fois, Reynolds Industries ne parlait pas seulement de performance, mais de bienveillance performante. Même les anciens opposants aux réformes, certains membres de la vieille garde, durent reconnaître l'impact positif du changement. Les taux de rotation du personnel diminuèrent, les arrêts maladie liés au stress chutèrent de 40%, et les employés se disaient fiers d'appartenir à l'entreprise. 3 mois après les premières mesures, Clara organisa une grande conférence de presse dans l'auditorium du siège. Toute la presse économique, ainsi que plusieurs syndicats, étaient présents. L'atmosphère était électrique. On voulait voir la jeune héritière qui avait renversé la table. Clara monta sur scène, simple, droite, sans notes. Elle laissa un silence s'installer, puis déclara. Le vrai succès d'une entreprise, ce n'est pas seulement le chiffre d'affaires. Ce n'est pas ce que nous affichons sur un rapport annuel, ni la valeur de nos actions en bourse. Le vrai succès, c'est la dignité que chaque employé ressent au quotidien. C'est la paix qu'il trouve dans un regard, dans une réunion, dans un couloir. C'est le sentiment d'être vu, entendu, respecté. J'ai marché 3 semaines dans les couloirs de cette entreprise comme une femme invisible. Et ce que j'ai vu m'a changé. Aujourd'hui, je veux qu'aucun autre salarié n'ait à se sentir invisible pour que les choses changent. La salle resta silencieuse quelques secondes, puis l'applaudissement se leva, nourri, sincère. Ce jour-là, Clara ne fut plus seulement la fille du PDG. Elle devint un symbole. Non pas de rébellion, mais de réinvention.